une fois que tu as tes critères en retail, il faut être inflexible. Et en fait, nous, on est hyper inflexible. C'est-à-dire que Vas-y, c'est quoi? c'est 25-35 mètres carrés. Ouais. Idéalement, un stock, mais t'es pas obligé. On a quelques boutiques où tu as des stocks déportés. Hein. Et rue de Grand Flux. On est rue du Temple à Paris. On Niveau est A, enfin level A. Voilà, on est rue de la République à Lyon, tu vois. On est à Covent Garden à Londres. Et le moins cher possible. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Marc Brianterlé, qui est le cofondateur avec Kim Mazzilli. Mazzilli ou Mazzilli? Mazzilli. Je peux le dire comme ça. Mazzilli. De Horace, qui fait des produits de soins pour hommes depuis 2016, que vous connaissez certainement, qui est disponible évidemment sur horace.com, H-O-R-A-C-E. Pourquoi ce nom? Un lien, j'imagine, objectivement? Non, même pas. Non, même pas. Okay. C'est un choix ultra marketing. On voulait un prénom plutôt d'origine antique pour qu'automatiquement on associe ça à une espèce de stature un peu haut de gamme d'un homme élégant, tu vois. Et comme moi aujourd'hui. Comme toi aujourd'hui qui est en chemise, et j'ai remarqué que apparemment c'est rare et que ça te va très bien. Alors Marc est arrivé il y a une petite heure, on n'arrête pas de parler, c'est cool. Et il a vu une dizaine de collaborateurs que Zavostra se foutent de ma gueule parce qu'effectivement j'ai une chemise et j'ai une petite berloutie de signature aujourd'hui. On a fait un super rendez-vous ce matin. Cet épisode il sort dans 2 mois, on est début février. Dans 2 mois je saurai si ça aura servi ou pas, je vous le dirai, tiens, ça c'est marrant. Tu es le fondateur de Horace, qui fait 20 millions d'euros en 2023. C'est une marque que vous avez lancée fin 2016, dont l'idée est venue en 2015, que tu as voulu lancer en 3 mois, et puis on t'a rionné en disant non mais 3 mois pour lancer un produit de soins, ça va être compliqué. Tu vas me raconter. Vous êtes lancé avec Kim, qui était un copain d'école, hein, c'est ça? Ouais. En vous disant qu'est-ce qu'on pourrait faire qui plairait à nos potes, à nos familles et à nous-mêmes. Je trouve que c'est une question hyper intéressante. Et 8 ans plus tard, voilà une belle réussite dont tu vas nous parler. On va parler d'international. Tu me dis un truc fun, tu me dis on est la seule marque qui peut se distribuer dans des enseignes de luxe avec des produits à 15 balles. Tu me raconteras comment. Tu me diras l'importance d'être une marque parce que c'est ce que tu as soutenu, en tout cas martelé auprès de tes collaborateurs, premiers collaborateurs dès le début. On est une marque, on n'est pas une start-up, on n'est pas des produits, on est une marque. Et ça fait toute la diff. On parlera de ta distribution. Vous avez une 20aine de boutiques en propre, ouais, dont une au UK en propre aussi. Ouais. Félicitations. Vous êtes chez Harrods, vous êtes chez Mr Porter. On n'est plus chez Mr Porter. Ah, vous n'êtes plus, mais vous avez été. Vous êtes dans 600 pharmacies en France. Vous êtes au Monoprix, vous êtes aux Galeries Lafayette. Vous avez un corner aussi, seule marque de soins pour hommes avoir. Exactement. C'est ça, hein. Et puis on parlera de prod et on parlera un peu d'activation marketing. On parlera aussi de tech. Vous êtes sur Magento depuis le début et très heureux de l'être. Et tu me raconteras pourquoi. Ça nous fait un beau programme. Ah bah, c'est un joli menu. Vous le savez pas, chers auditrices, chers auditeurs, on m'a dit de plus le dire. Quelqu'un m'a dit ça dans un commentaire, donc je sais plus qui tu es, mais je te prie de m'excuser et j'arrête. On se parle depuis un petit bout de temps. Tu croyais que c'est marrant parce que Marc croyait qu'on enregistrait, alors qu'en fait je fais toujours un tour de chauffe un peu de la trame. Mars 2015, avec Kim, vous vous dites ce serait cool qu'on lance quelque chose qui nous plaise à nous, à nos potes, à nos familles. Ouais, même l'idée, en fait, date de un tout petit peu avant l'été 2014. En fait, ça commence à mûrir en se disant... en fait, moi, j'ai une expérience un peu nulle pour acheter un produit que j'aimais bien à l'époque, qui était un gel coiffant d'une très belle marque qui s'appelle Baxter of California. J'aimais bien parce que c'était joli, que c'était un bon produit.
En termes d'efficacité, pas très bien en termes de formule, pour le coup. C'est les produits américains. Et en fait, je mets... Est-ce qu'ils sont bien pour le marché américain, mais pas bien pour le marché européen, non, ou pas bien tout court? C'est une catastrophe, la réglementation cosmétique américaine. Parce qu'elle est light, parce qu'elle est souple, pour mettre de manière un peu simple, ils ont 10 ingrédients officiellement interdits, on en a 1000 dans l'UE. Non. Si. Ok. Voilà. En fait, ils ont rien mis à jour depuis une dizaine d'années et pour le coup, Biden s'attaque au truc, ce qui est une très bonne chose. Et en s'attaquant c'est les lobbies? Je sais pas, ça tu vois. L'occasion d'un autre épisode. D'ailleurs, pardon, juste une petite parenthèse, mais Marc a étudié, creusé l'anthropologie de la consommation, qui est un sujet à mon avis qui peut être hyper intéressant, qui aurait tout à fait sa place sur le panier. On s'est dit qu'on ferait peut-être un épisode sur le sujet. La marque américaine que tu vas acheter, produit. Et en fait, je mets 3 semaines à l'acheter. En fait, en France, il y en avait à l'époque, Colère Lafayette et chez Colette. À ce moment-là, ils en ont pas. Il y a pas de site en ligne qui le vend. Je me retrouve à l'acheter sur un site UK complètement abstrait, dont j'ai jamais entendu parler. Et je mets 3 semaines à recevoir le truc dans un paquet pourri. J'ai payé 30 balles, un truc qui en vaut normalement 20, ce qui est déjà très cher en fait pour un produit coiffant. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Oui, c'est joli, mais je sais que la formule est pas terrible. Je galère à l'acheter. Il y a personne. Enfin, en fait, je devrais pouvoir trouver une marque qui me plaît avec des produits qui sont bien et l'avoir facilement, en fait. C'est pas. Et ça part de là. J'en parle avec Kim, qui est encore à Montréal à l'époque, parce qu'on a fait nos études là-bas. On s'est rencontrés le premier jour, à l'occurrence à HEC Montréal. Et en fait, il a le même constat. Moi, j'ai une culture très visage et peau, parce que dans ma famille, il y a plein de gens qui ont de l'eczéma, on a les peaux plutôt sensibles et tout. Lui, c'est un mec très bien coiffé. Et il est très bouclé, donc il a besoin de discipliner son cheveu bouclé. Il est très bouclé, tu vois. Et donc, en fait, on avait pris le même constat, tu vois. Et en fait, on dit, bah, en fait, on va le faire nous-mêmes, quoi. En fait, et on s'attaque à un truc qu'on connaît pas du tout, avec toute la naïveté de mecs qui n'y connaissent rien du tout, parce que ni lui ni moi n'avons bossé dans le secteur, on n'a pas de famille qui viennent dans le secteur. Enfin, ma mère est sage-femme et les parents de Kim avaient un camping. Qu'on vient pas du tout de gens qui viennent de la cosmétique ou de L'Oréal. Et on se lance bouche en cœur. Moi, je quitte mon boulot officiellement en février 2015. J'enregistre la boîte dans la foulée. En France. En France. Vous n'avez pas dit que vous vous lanciez aux US? Non, parce que après Montréal, en fait, le savoir-faire français en cosmétique est incroyable. Enfin, moi, je découvre et je suis tombé vraiment amoureux de l'industrie pour ça. On a les talents, on a le savoir-faire, on a les usines. Enfin, c'est fantastique. Enfin, c'est des usines partout, et justement des marques américaines qui viennent faire produire ici parce qu'ils veulent la qualité française. Et okay. Est-ce qu'en France, tu peux produire des produits pour le marché international américain avec des produits qui sont interdits en France, du coup? Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, comme tu es adapté à la réglementation locale, tu fais pour la réglementation locale, par exemple. Donc tu peux en France produire avec des produits qui sont interdits en France. Avec des ingrédients qui seraient interdits en France, ouais. Je savais pas qu'on avait ce savoir-faire. Ouais, moi non plus, tu vois. Et en fait, justement, donc en gros, j'enregistre, je fais un petit peu la réflexion de ce qu'on veut faire comme produit. Donc aujourd'hui, nettoyant visage purifiant, hydratant visage matifiant et gommage visage doux. Tu peux le répéter plus doucement? Ouais, je pars vite. Je mets sur le papier nos 3 premiers produits qui sont aujourd'hui nettoyant visage purifiant, nettoyant visage purifiant, hydratant visage matifiant et gommage visage doux. Ok. Tu vois, qui sont la base d'une bonne routine visage. Le gommage visage doux va dépendre de tes besoins, mais tu as besoin d'un nettoyant, tu as besoin d'un hydratant. Et donc on part de ça et j'y connais rien, donc en fait je vais sur le site du label EcoCert. Je leur ai jamais dit, mais merci beaucoup d'avoir un PDF aussi bien répertorié avec toutes les usines qui savent faire du EcoCert, qui est en fait du naturel très cadré. Ecocert.fr, ecocert.com, agir pour un monde durable. Et j'imagine que là, on peut, en creusant un peu... En fait, ils avaient un PDF avec, à l'époque, toutes les usines qui savaient faire du label EcoCert. Et du coup, je vais sur les sites de tout le monde, je vois ce qu'ils savent faire, j'envoie des mails. Je sais pas, j'envoie une 15aine de mails, peut-être plus même. Il y a 3 laboratoires seulement qui nous répondent. Sur 15? Ouais, à peu près. Bon, à peu près. Bon, ça va, en vrai.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais pardon, ce que je veux dire, c'est Oui, que, oui, et je oui. pose souvent la question à mes invités qui sont dans la santé ou dans le soin, t'arrives en disant, je vais faire une petite prod, 100 000, Ouais, 2000 bien pièces, sûr. les mecs, Ah ils non, disent, non, non, ah, mais vous êtes gentil, mais... c'était 2500 pièces. Hein, Ouais, c'est ça. tu vois. Et en fait, ouais, il y en a 3 qui répondent. Un des labos qui décline, fort sympathique, mais qui décline, tu vois, donc, et tout. 2 qui disent oui, on en choisit un. Et en fait, moi, j'appelle en disant, ouais, et tout, on voudrait lancer en septembre 2015. Alors, non, c'est pas possible. Hein. Il va vous falloir au moins un an, compter même un an et demi. Donc là, on est en mars, hein, donc Marc leur demande un lancement 6 mois plus tard. Tu vois, et en fait, mais parce que voilà, je savais pas. Et en fait, j'apprends que t'as 6 mois juste de réglementaire. C'est-à-dire qu'une fois que la formule est réalisée, il faut 6 mois pour que les tests réglementaires soient finalisés et du coup, tu produis. Alors, Après. je comprends votre intention de créer votre propre formule Ouais. et donc de respecter ce temps long. T'aurais pu prendre une formule sur étagère ou un mix de formules sur étagère. Tu courtes pas les Bah, en fait, t'apportes quoi au marché si tu prends une formule sur étagère? de la marque, ta marque, Ouais, mais ton en style, fait, ta plateforme. ça marche pas, ça. Alors, tu crois sincèrement que ça marche pas? Ah ouais, ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment, oui, la marque, c'est important. C'est très important dans l'achat cosmétique. Il faut que le produit soit suffisamment bien. Et le limite de la marque blanche, c'est qu'en fait, globalement, il y a plein de gens qui auront à peu près la même chose que toi. Il y en a qui marchent, hein, dans le marché. Ouais, soi-disant. Mais je pas sûr qu'il marche vraiment. En tout cas, c'était pas votre positionnement, c'était votre Voilà. propre formule. Et là, tu découvres qu'il faut pas 3 mois. Ouais, voilà, mais, nous, on voulait un faire an. notre propre Ok. formule parce que vraiment, moi, en gros, j'ai acheté des dizaines de bouquins sur la formulation cosmétique pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc la première formule, vous la faites vous-même en un. Bah, en fait, je fais un truc sur le papier avec qu'est-ce que je veux comme actif. J'avais une vision très précise de la texture, etc. Tu vois. Et, vous faites pas accompagner d'un. Ça existe, il y a des freelances, des formulateurs. ah tu non, vois, en fait. Mais parce que je découvre le truc incroyable de la cosmétique, c'est qu'en fait, t'as plein de fabricants qui peuvent t'aider, qui peuvent aussi te conseiller et qui peuvent t'accompagner sur la... En fait, nous, on fait une formule papier. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait une formule papier. On a une équipe R&D à l'interne, hein, qui est dirigée par Élise, qui est une des 2 premières employées, d'ailleurs, tu vois. Et mais on fait les formules papier, mais après en fait t'as besoin d'une paillasse, en fait comme dans ton cours de physique chimie au lycée, t'as besoin d'une paillasse, faut que tu manges des trucs, et nous on l'a pas. Et du coup on s'est fait accompagner comme ça. Et après là, ce qui va là où t'as raison et ce qui va dans ton sens, c'est que Élise rejoint l'équipe en septembre 2016. Elle est en stage pour faire du marketing digital à l'époque. Elle fait l'ISIPCA en fait en double diplôme avec l'ESSEC. L'ISIPCA c'est la meilleure école de formulation cosmétique et parfum en Europe. ISIPCA, ISIPCA. Et en fait, elle fait un stage en digital marketing et moi je me rends compte au fur et à mesure que je lui pose tout le temps des questions de développement produit en fait. Francis Kurkdjian, dont on a parlé, on fait par l'entretien, a fait l'ISIPCA. Ouais. Francis Kurkdjian, pardon, le créateur de la marque de parfum, la maison de parfum Francis Kurkdjian, qui fait partie du groupe LVMH. Okay. Qui est aussi le directeur de création de Dior. Et parfum. Qui est devenu depuis le nez de Dior. Exactement. Et en fait, je me rends compte que je lui parle tout le temps de développement produit. Et donc, à la fin de son stage, je lui dis, ça te dit de rester plutôt à l'époque en CDD, mais en dev produit. Et en fait, moi, j'ai repris des trucs de marketing qu'elle faisait. Je lui ai donné le dev produit. Et parce qu'elle était douée, elle est douée pour ça. Qu'est-ce qui se passe en un an? Tu gardes la foi, la motivation. Alors, on est pragmatique. Des allocs. On est pragmatique. Bah alors, j'avais eu une rupture conventionnelle. Et ça, voilà. Premier investisseur de France, hein, la RC. Ça m'a aidé je suis éternellement reconnaissant de mon ancien employeur, ma boss, tu vois, à l'époque, qui accepte de me faire ça parce que j'aurais pas, moi, j'ai pas d'une famille qui a les moyens de me donner de l'argent. Donc, vraiment, j'ai monté grâce à ça, Horace, tu vois. T'avais des sous de côté? Non. Comment t'as financé ça? En fait, j'ai eu 12 000 balles de rupture conventionnelle que j'ai mis dedans. J'ai pris mon chômage et ma meuf m'a aidé. Elle avait un CDI à l'époque. On est toujours ensemble. C'est toujours ta meuf? Ouais. Okay, c'est la mère de tes enfants ou de ton enfant? La mère de mon enfant, ouais. Et en fait, voilà, faut s'entraider, quoi, tu vois. Et je peux être très frugal aussi dans ma vie. Donc, ça l'a fait. Et en fait, en gros, ce qu'on se dit de manière pratique, je me souviens, tu vois, on se dit avec Kim, on se dit, bon, bah, ok, en fait, on pense, tu vois, je me frotte la tête encore, tu vois, et tout. On se dit, bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut construire la marque. On peut construire certaines promesses de la marque. Donc, en fait, déjà, toute la marque d'un point de vue branding, identité, toute la dimension conseil qui était hyper importante pour nous. On peut la faire. Créer le contenu, on a le service en ligne, tu réponds vite. T'as une question.
Non, j'ai pas une question, j'ai une remarque un peu de contexte qui peut aider nos auditeurs et auditrices, pardon. T'as bossé dans une agence un peu dans le passé, tu écris pour des magazines, tu écris pour des magazines de mode, t'as fait des plateformes de marque, t'as fait du storytelling de marque, tu as cette faculté-là, c'est ce que t'apportes à la table aussi, quoi. Ouais. Et en fait, je me dis, et Kim le dit aussi, et on a raison, on se dit en fait, il y a plein de choses qu'on peut déjà mettre en place et voir si ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, l'identité de marque, son ton, tu vois, même sa promesse. Enfin, la promesse, nous, c'est aider tous les hommes à se sentir bien dans la peau. Elle dépend pas des produits. Enfin, aider tous les hommes à se sentir bien tout court même. Elle dépend pas du fait d'avoir des produits à nous. Donc en fait, en gros, ce qu'on fait, c'est que on fait la marque. On fait toute la partie qui fait partie de la marque du conseil, toute la partie service hyper rapide, hyper flex et tout. Et on distribue d'autres marques. Donc en fait, avec cette vision de se dire, on veut que ce soit un one-stop shop. Donc on achète auprès de marques très différentes tout, gel douche, hydratant visage, dentifrice et tout. Et on fait, parce que je veux quand même qu'on ait un produit de marque, on fait une brosse à dents fabriquée au Japon. Mais ça, c'est quand ça? C'est ça se lance en juillet 2015. D'accord, donc dans l'année que prend la création de vos propres premiers produits, exactement. Vous avez Horace.co à l'époque. À l'époque, c'est .co qui distribue des produits plus votre brosse à dents, dont Baxter of California, qui était la marque de gel coiffant, parce que moi j'étais sûr de l'avoir. Okay. Et en fait, on se dit voilà, on va pouvoir vérifier, parce qu'on va pouvoir vérifier est-ce que les mecs ont envie de tout acheter au même endroit, est-ce qu'en fait la partie conseil leur plaît. Et on voit que c'est le cas. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'en novembre 2016, quand les produits sortent, ça fait 50% de notre CA le mois de novembre, alors que ça sort mi-novembre. Et on fait OK, donc en fait, on a très bien fait de faire ça. On fait très bien de lancer nos produits parce qu'on se rend compte qu'a priori, les gars sont chauds. Et on se rend compte qu'a priori aussi, enfin, pas a priori, du coup, a posteriori, ce qu'on a posé pour la marque fonctionne. Ce lancement, tu l'as financé avec les bénéfices de ce que tu dégageais sur Horace.co avec vente d'autres produits. Ouais. T'as levé des fonds, tu as fait on lève des fonds du crowd une première fois en juin 2016. Parce qu'en fait, là, juste avant le lancement, quoi. Ouais, en fait, juste avant le lancement, parce qu'on se rend compte qu'on pourra pas financer la prod. Okay. De manière concrète, c'est tu lèves des fonds, tu fais pas un crowdfunding. Non, on lève des fonds avec des business angels parce qu'en fait, on est au bout du truc et là, on fait OK, en fait, on ne peut pas financer la prod, on n'a pas les moyens. On commence à avoir besoin de prendre quelques personnes, pas grand monde, mais quelques personnes. En fait, il y avait Kim qui bossait encore dans son taf avant. Moi qui a été sur le chômage, on avait un mec qui était free et qui a monté Horace avec nous, qui est Mathieu Morge, qui est journaliste mode au Figaro maintenant. Donc on est toujours un peu dans les mêmes univers. Et qui était free, mais on voulait qu'il soit full-time. Et il fallait quelqu'un comme Élise à l'époque pour faire du digital et ensuite pour faire du dev en fait. Et on n'a pas les moyens quoi. Et en fait, moi je viens pas non plus du milieu de levée de fonds. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas de potes là-dedans et tout. Parce que donc vous vous faites accompagner, comment tu fais? Non, j'y vais au culot. Et en fait, je sais pas comment je découvre d'ailleurs qu'il y a un truc de levée de fonds parce que pareil en fait. C'est pas ton milieu, c'est pas mon milieu, je sais pas trop ça, tu vois. Et en fait, je sais plus. Enfin si, en vrai, je m'intéresse un peu du coup au milieu de l'entrepreneuriat, etc. Parce qu'en fait, je monte une boîte et je découvre qu'on peut lever des fonds, qui est un truc que je trouve dingo. Et du coup, je me renseigne auprès de qui ce serait pertinent. Et en fait, je me dis, les gens qui vont nous comprendre, c'est des gens qui ont mis de l'argent dans de la mode. Parce qu'en fait, fondamentalement, la beauté, la mode, c'est un peu le même secteur. Dire, tu vends des produits d'apparence, en fait, qui sont pas exactement la même chose, mais la promesse est la même. C'est un système industriel qui dépend pas mal du marketing et de ce que tu dois raconter avec une marque, tu vois. Et en fait, j'y vais au culot. J'apprends qu'il y a un mec qui s'appelle Nicolas Santiveille, qui est le président, enfin le CEO d'Ami, en fait, qui met de l'argent dans des jeunes marques. Et je demande à un de mes très bons potes s'il le connaît. Il me dit que oui. Et je vois sur Instagram, parce qu'il y avait déjà Instagram à l'époque, qu'il connaît un peu Loïc Prigent, Nicolas Santiveille. Et Maxime, mon pote, me file son mail et je lui dis et j'envoie un mail à Nicolas Santiveille en lui disant que je suis pote avec Loïc Prigent et que j'ai un projet à lui montrer. Alors depuis j'ai rencontré Loïc Prigent, il est formidable pour le coup. Donc merci à tous les deux. Et en fait, il m'accueille, je lui présente le projet, il trouve ça génial et il propose à d'autres gens de co-investir, tu vois. Et en fait,
De la même manière que Kim a changé ma vie parce qu'il a fallu qu'on soit potes et qu'on le fasse ensemble, Nicolas Santiveille a un peu changé ma vie, tu vois. Donc il a changé la vie de Kim et moi aussi beaucoup. Où ça l'intéresse, il propose à d'autres gens qui investissent, tu vois. Et on a les moyens de faire une prod, on a les moyens d'embaucher, on a les moyens de lancer une marque, quoi. C'est très cool. Y aller au culot, c'est peut-être ça le. Ouais, alors moi j'ai un culot qui est très gros. C'est en fait j'ai rien à perdre en fait. Enfin en fait j'ai rien à perdre, quoi. Et à partir de là à ce moment-là, t'as rien à perdre. Tu te dirais encore la même chose aujourd'hui? Ouais, j'ai rien à perdre. T'as combien d'employés? 120. Mais j'ai rien à perdre. En fait, et c'est hyper important en fait parce que en fait, il y a très peu de choses que tu peux faire qui mettent une boîte à risque. Très, très, très peu de choses. Et non, mais un risque où je tu pense peux pas qu'une t'en RJ sortir. ou une LJ, une liquidation judiciaire, Ouais, mais ça arrive en un rien de temps. Surtout là en 2023. Ouais, après on fait de la cosmétique, on a une marge brute qui est confortable, tu vois. Et évidemment, rien n'est impossible, tu vois. Dans le risque. Mais le fond du truc, c'est qu'en vrai, attends, de manière un peu concrète, demain, au client, on doit fermer la boîte. Tous les gens qui ont bossé chez nous, ils trouveront un super boulot. J'en suis c'est sûr, moi aussi. Et j'aurais fait un truc génial. Du coup, à perdre. C'est une belle philosophie. Moi, je dors pas la nuit quand je me dis que, enfin, je sais pas, tu vois, t'as une responsabilité, je trouve, vis-à-vis de tes collaborateurs, vis-à-vis de tes clients. Alors, on n'est pas sur les mêmes univers, mais quand même. Et je t'avoue que le rien à perdre, moi, je peux prendre des risques pour moi, jamais inconsidérés, mais je peux prendre des risques. Mais il y a ce côté, j'ai une responsabilité. Et je dis pas que t'es un inconscient, et je dis pas que tu prends pas soin de tes collaborateurs, je suis certain qu'ils sont très bien lotis. Mais il y a ça quand même, ça pèse un peu sur l'épaule, tu vois. Ouais, bien sûr, mais t'as raison, et je la ressens, la responsabilité, ça a toujours été hyper important, et tout. Et et pour moi, c'est compatible, en fait. Et la preuve, on est 120 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'a priori... ouais, c'est que t'as pas, ton calcul et n'a pas été il y a plein de gens qui sont encore là depuis le début, donc... mais faut y aller... ouais, en fait, de toute façon, j'avais quoi à perdre à l'époque d'envoyer un message à Nicolas Santiveille en lui disant que j'étais le pote de Loïc Prigent? Rien. C'est pas évident pour tout le monde. Loïc Prigent, c'est un journaliste mode. Voilà. Si ça parle d'un défilé quelque part, en général, c'est Loïc Prigent qui a filmé. Exactement. Novembre 2007, lancement de vos propres produits. T'as fait ta levée de fonds quelques mois plus tôt. Juste, j'aimerais comprendre le marché au moment où t'arrives. Il est comment? Il y a des marques de soins pour hommes déjà? Il y en a plein. T'as commencé le Ramen Expert, Nivea For-Men, Menen, Gillette. Enfin, tu vois, c'est Bic. C'est vrai. Axe. Ouais. Axe. Tu vois, donc il y en a plein. C'est Axe qui avait fait ces campagnes géniales. Non, c'était pas Axe. C'était aux États-Unis, un mec qui disait I'm on a boat, I'm on a horse. Look at your man, look at me. Back at your man, back at me. Ah, ça c'est très Axe. C'est probablement Axe que c'est pas Axe, mais c'est un truc avec. Bon, ça me reviendra. Old Spice. Ouais, Old Spice, c'est un peu la même. C'est Axe en plus drôle. C'est Axe en plus drôle. C'est pas très 2024, mais ça reste très très fun. Cherchez les pubs. Old Spice sur YouTube, c'était assez drôle. Bref, donc il y a plein de marques qui existent. Et où est-ce qu'on achète les produits? Nous, tu veux dire? Non, l'homme en 2016. Bah en fait, moi je parle avec plein de potes et potes de potes. Et en fait, pour leur demander, voilà, un peu, c'est quoi tes habitudes, t'achètes quoi, comment tu fais, c'est quoi ta perception et tout. Tu te rends compte que sur une vingtaine que je fais, t'en as un seul qui achète dans plusieurs endroits. Ils ont tous envie de mieux, mais en même temps, ça les emmerde de se prendre vraiment trop la tête et de payer trop cher. J'ai la discussion avec quelqu'un de chez toi qui disait ça justement il y a quelques instants, qu'il n'avait pas envie de payer trop cher. Et qu'en même temps, ils ont envie de produits qui... C'était lequel? C'était Christopher ou Matt? C'était celui-là. Orsomédia, Christopher. Salut Christopher, bisous. Et en même temps, un truc hyper partagé par tous, j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas compris et qu'ils veulent nous parler comme si on avait tous envie d'être bûcherons
et qu'on mettait des produits uniquement pour pécho, et ça m'a toujours fait rire, c'est que t'arrêtes pas de mettre des produits parce que t'es en couple, tu vois. Que si t'es homo, on te parle pas, littéralement, t'existes pas. Dans les pubs, t'existes pas. Ah, j'aurais imaginé. Dans les pubs, ok, non, t'as raison. Dans les pubs, t'existes pas. Mais d'une autre manière, t'es un hétéro, soit t'es très viril, et en même temps, t'es souvent considéré comme un bébé. Moi, j'ai vu une marque Biotherm, une vidéo Facebook, Biotherm Homes, on t'avoue quand même, vraiment, où t'as une nana qui applique la crème hydratante sur le visage de son mec. En fait, à un moment, déjà, à quel moment le mec peut pas le faire lui-même? Et en fait, à quel moment vous pensez que le mec va se dire qu'il a envie que le matin, c'est sa nana qui lui applique une crème sur le visage? Au moins, ils ont pas sorti une crème quantique. Tu vois? Et en fait, ouais. Mais déjà, t'as un truc où, en fait, un peu en décalage avec le temps. Un peu en décalage avec le temps. Ok. Et en fait, nous, on pose ça, et en fait, on dit, bon, bah, on va le prendre comme nous, on a envie qu'on nous parle. On va faire des produits qu'on a envie d'acheter. Fin 2016, vos 3 premiers produits sortent. Aujourd'hui, on est 7-8 ans plus tard et vous avez une 60aine de refs à date. La R&D se fait toujours en interne? Ouais. Et t'as réussi à réduire les 18 mois? Non. Ok. Non, ça dépend. Un parfum, ça prend 12 mois. Formule propre? Bah ouais, parce qu'en fait, un parfum, t'as pas de réglementaire. Bah donc tu peux pas le sortir en un mois? Non, parce qu'il faut quand même produire. Et aujourd'hui, produire du parfum, notamment parce qu'on a un flacon en verre comme tout le monde dans le parfum, c'est très long. L'appro du flacon de verre, c'est long. Et les prix ont explosé, si je dis pas de bêtises, sur le ouais, ça flacon coûte cher, ça coûte cher, c'est long. Enfin, ça coûte. Quand je dis ça coûte cher, ça coûte plus cher et c'est long. Donc il te faut quand même, il te faut un an. Et maintenant, en fait, on a tellement de pays qu'il nous faut presque 24 mois pour faire tout le réglementaire. Donc, sur le parfum? Non, sur un lancement produit, en cosmétique. Moyenne, 24 mois, putain. Ouais. Après, on arrive à avoir des trucs rapides. On a lancé une gamme de soins teintés dans lequel tu as un correcteur et un fluide bonne mine en 12 mois. Donc, on arrive toujours à parfois être beaucoup plus rapide. Oui, mais il faut pas être trop ambitieux si tu crées ta propre formule, c'est ça. En fait, on veut que le produit sorte et qu'il soit bien. Ouais, ok. Et donc, en fait, parfois, il vaut mieux attendre un mois. Et on a appris à être patient avec le Covid, où en fait, tous les appros, tous les délais d'approvisionnement ont explosé. Donc, en fait, de toute façon, il y a des choses maintenant qu'on peut plus faire aussi vite qu'avant. Ça me va, j'entends. Je vais être désagréable. Ton flacon de verre, il est... Alors, pardon, je veux pas être désagréable. Mais ton flacon de verre, il est simple. Ouais. Il est simple, c'est vrai. C'est un rond, on peut importe. Il est cylindrique. Il est cylindrique. Il est sur étagère? Ou c'est une création propre? Non, c'est sur un étagère. Ok. Je crois que dans le parfum, ça c'est un enjeu assez important, non? Et surtout un facteur de coût, même s'il y a des grosses marges dans le parfum. Ouais, le flacon unique, tu vois. Ouais, après, alors en fait sur étagère, parce que c'est sur étagère, on a beaucoup de packs qui sont sur étagère. On a très peu de moules parce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire un moule déjà. Et puis c'est pas là ta valeur ajoutée. On s'en fout que ce soit un tube ou un machin. Nous, on est très. Si ta formule est bonne, on va faire quelque chose de joli. Quoi qu'il arrive, le pack sera joli. Et l'important, c'est ce qu'il y a dedans. Et ça, nous, pour le parfum, bah ouais, mais en fait... T'as trouvé ton slogan pour 2025. Tu vois. L'important, c'est ce qu'il y a dedans. C'est une bonne phrase qui marche. Et en fait, à l'époque, quand on lance le parfum, c'est en 2019. On le lance en octobre 2019. On est tout petit. On n'a pas, de toute façon, on n'a absolument pas les moyens de faire un moule. On n'a pas on n'a pas le choix. J'ai pas... La question ne se pose même pas. La question se pose pas. Donc, on fait ça. La question, elle est vite répondue. Exactement. La question, elle est vite répondue, tu vois. Et, mais même en ayant aujourd'hui de sur-étagère, ça te prend, tu vois, là, il nous a fallu, on a refait une commande d'approvisionnement, il faut 10 mois. Alors, c'est un truc qui est hyper intéressant parce que j'ai plein de questions, mais on y viendra peut-être. La data, quand tu te lances, enfin, quand tu gères ton site, tu fais ce que tu veux. Quand tu es en distribuant en wholesale et en pharma et que tu as, je sais pas, 700, 800 points de vente, 900 points de vente. Ouais. J'exagère peut-être, mais 600 pharma, plus des monopes, plus des galeries, bref. Putain, tes prévisions de stock et de réappro, ça doit être quelque chose. On y vient tout à l'heure. Tiens, je me le note. Juste, je reste là-dessus parce que je voulais te poser... Ouais. Vous lancez Louis comme dès le début, l'été 2015, pour distribuer d'autres produits, puis ensuite les vôtres. Vous partez sur Magento dès le début? Ouais. Pourquoi? C'est un choix de Kim.
Et confiance absolue dans son choix sur ça. C'est lui le référent tech, tu vois. Et c'est encore lui le référent tech aujourd'hui dans la boîte. Et en fait, il me dit, voilà, en fait, il a une vision hyper long terme. Il dit, c'est solide, c'est fiable et c'est flexible. Et qu'en fait, demain, si on veut faire du offline, demain, s'il faut qu'on s'intègre sur des ERP, ah bah, en fait, on aura beaucoup plus de liberté. Et l'histoire lui a donné raison. On est passé de Magento 1 à Magento 2 et aujourd'hui, bah, ça roule. On a un POS intégré, on a un certain type de ERP et on va passer sur un vrai ERP intégré. Et c'est le ERP, tu veux sur lequel? Ça s'appelle Dolibar et on va passer, je sais pas, c'est pas encore acté, tu vois, mais aujourd'hui, c'est un truc qui s'appelle Dolibar. Qui est une sorte de RP-like plutôt que RP en tant que tel, mais qui fait déjà plein de choses. Et en fait, on a une flexibilité qui était dingue, tu vois. Et en fait, si on avait eu Shopify, la gestion du multilangue, la gestion du POS, ça aurait été un enfer. Et pour ça, Kim, il a été très visionnaire de se dire, bah ouais, mais en fait, faut qu'on puisse pouvoir faire de l'étranger, faut qu'on puisse pouvoir vendre en physique. Et tu passerais sur quoi si tu changes? Tu me dis que c'est pas acté? Ok. Ah, en ERP, tu veux dire? Oui, en ERP. Ah, en ERP, c'est pas acté du tout. Okay. Dolibar, DOLIBA2R, si Exactement. vous voulez creuser. Cool. Vous avez 20 boutiques aujourd'hui, comme je l'ai dit, quelques centaines de points de vente. Vous êtes présent à l'international. À quel moment l'omnicanalité, le fait d'aller rencontrer ton utilisateur devient un besoin, une envie, une évidence En fait, on part d'un chiffre assez flagrant. En gros, quand je fais les premières recherches, bah en fait, qui sont en fait d'ailleurs des recherches plutôt pour la levée de fonds, parce qu'il faut commencer à raconter un peu comment est le marché, ton marché adressable total, etc. Tu vois. Et en fait, je creuse et je me rends compte qu'en France, t'as seulement 15% qui est en e-commerce, 10% même à l'époque. Au UK, c'est plutôt entre 15 et 20 du marché qui est en e-commerce. Donc tu te dis, bon, bah, ça veut dire que tu as entre 80 et 90% sur ces marchés-là. Et les US, c'est comme le UK. En fait, tu fais, voilà, en gros, en Occident, tu as entre 80 et 90% des gens qui sont offline. Alors oui, l'e-commerce, ça grossit très vite en proportion. Va falloir y aller, tu vois. Quand même. Et après, il y a une réalité qui est, on vend quand même des produits que tu as envie de sentir, que tu as envie de toucher, que tu as envie d'essayer. On vend du parfum, tu vois. Et en fait, en septembre 2018, donc 1 an et demi après le lancement de nos produits, on fait un premier pop-up. On a bossé à Paris, rue des Filles du Calvaire. Okay. On a bossé dessus 6 mois avant, je pense. Peut-être même un peu moins. Ouais, probablement un peu moins même. Et je pense en mai. On y pense en mai, on le fait en septembre. Et à l'époque, on fait à peu près, je sais plus, 30 000 euros, je pense, par mois sur le site, ou un truc comme ça, ou 40. Et attends, ça c'est fin 2016, donc 1 an après le lancement. 1 an et demi après le lancement. On fait à peu près 30-40 000 euros sur le site. C'est déjà très honorable. Par mois, tu vois. Et en fait, on fait le pop-up et on fait 30 ou 40 000 euros sur le pop-up tout seul, en plus de ce qu'on fait en e-commerce. On fait, oh putain! Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que c'est à la fois du revenu, donc un truc très quantitatif, et c'est aussi du qualitatif, où tu as des mecs qui viennent en boutique. Et à cette époque-là, de la même manière que tout le monde faisait du service client chez Horace et parlait à des users en ligne, l'équipe qui est en boutique, c'est le staff, en fait. On fait un planning, tu vois. Donc, tout le monde le voit, au moins tout le monde voit vraiment comment ça se passe, et tout le monde a des choses dont on peut parler. Et en fait, t'as un paquet de mecs qui viennent et qui te disent « Ah, enfin, je peux essayer, quoi. Ça fait genre 1 an, 2 ans que je vois sur les réseaux, j'ai envie d'essayer, tu vois. » Et tu vois aussi des mecs qui reviennent plusieurs fois, tu vois, et qui viennent juste pour taper la tchatch, tu vois. Et tu fais, waouh, en fait, ok, il y a un vrai truc à faire en boutique. Et à partir de là, on se met à chercher une boutique dans le Marais. Et parallèlement, on refait un pop-up en décembre de la même année. 3 mois plus tard. Ouais, décembre 2018. Et on refait un pop-up, quasiment 1 an de pop-up, en fait. Dans le Marais en 2019 en fait. Je suis très heureux de te recevoir sur le panier parce que ça fait longtemps que je t'ai contacté et je t'ai contacté je crois en 2019 pour la première fois. Ensuite j'avais demandé à Emilien que j'embrasse et c'est lui Emilien de Cabaya, Emilien Forêt que j'adore. C'est lui qui a poussé ma demande et on s'est finalement il y a 3 mois tu me dis hey, j'ai retrouvé ce mail. Je t'ai jamais répondu. C'est très cool que tu sois là. Mon point est le suivant. Quand je t'avais contacté donc fin 2018 ou 2019, j'avais l'impression que tu étais partout
t'as mis une com de ouf au début, non? Qu'est-ce que vous avez fait? Bah après, il y a un truc où... J'aurais pu être ce mec qui est venu dans le Marais en disant j'entends parler de vous partout, j'ai envie de tester. Mais alors, la beauté de la levée de fonds, c'est de pouvoir te comporter comme plus gros culé. C'est aussi le danger, pour le coup. Mais l'avantage que ça nous a permis pour ça, c'est qu'on a pu effectivement être très présent en pub. Et en fait, on a aussi été très présent en pub parce que aucune marque cosmétique fait de la pub sur Internet pour les mecs. Et que un des trucs qu'on a très bien compris dès le début, c'est la com doit être interruptive pour une marque de cosmétiques. Les mecs cherchent pas. En fait, t'as le volume de recherche de mecs qui tapent crème hydratante sur Google, c'est en peanuts. Alors oui, au UK, c'est un peu plus, par exemple, mais en France, c'est peanuts. Qu'en fait, tu te dis, bah, de toute façon, si les mecs, ils te cherchent pas, il va falloir qu'on aille les trouver. Et c'est logique, tu vois. En fait, moi, pareil, je parlais à des gars, et en fait, la majorité du temps où je suis tombé sur des marques, c'est pas parce que j'ai tapé gel coiffant dans Google, c'est parce que j'ai des potes qui m'en ont parlé, parce que j'étais sur un site e-commerce de vêtements pour mecs et que je voyais qu'ils avaient une section et j'allais mater, tu vois. Donc, on dit, bah, ok, ce qu'on va faire, nous, c'est du paid social. Et ça tombe bien, c'est là d'où je viens. Enfin, je viens du social de manière générale et le paid social en fait partie. Mais tu fait en plus un petit passage en agence. Et ouais, et puis chez Vance, une des premières missions que je fais quand j'arrive en stage avant d'être en CDI, c'est la gestion de MySpace. Ok. Pour tous ceux qui se souviennent de Tom. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui étaient pas nés. Probablement. Quand Tom était ton premier message. Tom était ton premier ami. Pour le coup, tu vois. Et en fait, du coup, on fait du paid social. Et l'avantage, c'est qu'en fait, moi, j'en avais pas mal fait en agence à l'époque. Et du coup, je maîtrise très bien le truc. Et que comme on a une super... Kim est très bon en tech, c'est tout de suite très bien intégré avec le pixel, tout ça. On est très bon. Enfin, en fait, on est une best practice Facebook. Facebook nous adore. On a été un cas chez Facebook pendant un moment, tu vois. Je sais pas si on l'est encore, mais... Et donc, tu pousses fort en paid social dès le début. Dès le début. Et en social, en fait, de manière générale, on a très vite une grosse communauté. J'utilise des bots à l'époque avant de se faire big up Instagram. On a failli être banni forever d'Instagram. Ça m'a stressé, tu vois. J'ai rien à perdre. Ah, ça m'a stressé quand même. Ça t'empêche pas de stresser. C'est quoi, voilà, ça, rien que ça, à perdre ton accès à Instagram. Ah non, putain, perdre ton accès à Instagram, c'est l'enfer. En fait, tu te dis, putain, comment je vais faire? Parce qu'en fait, c'est pas que Instagram derrière, c'est potentiellement tout ton écosystème Facebook à l'époque. Mais oui, Facebook Ad Manager, tout ça, quoi. Mais tu fais putain l'enfer, et parce que j'utilisais trop de bots. Le mec qui cherche ses mots. Tu quittes ta boîte en RC, t'as 12 000 balles, c'est ton chèque, qui m'a pareil, enfin pas beaucoup. Tu lances la boîte sur ses fonds, tu lèves un peu de fonds, mais en business angel, donc tu lèves pas 3 millions non plus. Non, combien on lève 200 000, un truc. T'as fait une autre levée depuis? Ouais, on a levé pas mal depuis. En total, on a levé une vingtaine de millions. Ok. Mais dans cette période, c'était encore sur ta première levée? Ouais. Ouais, ok. Donc tu t'investis beaucoup, ça veut dire que tu dégages déjà du cash. Ouais, parce que l'avantage, c'est qu'on vend des produits. Donc en fait, t'as déjà de la marge que tu peux investir. T'as de l'argent qui rentre pour le coup. Ok. J'en étais sur les boutiques, donc tu réalises qu'en fait les gens ils te connaissent mais ils sont contents de venir tester les produits, sentir les parfums. Tu fais un premier pop-up en septembre, un deuxième en décembre, un troisième, enfin tu fais une année de pop-up. 2019, ouais. En parallèle tu cherches une boutique. Ouais. Aujourd'hui vous êtes à 20 boutiques, ouais. Donc ça c'était la première boutique elle ouvre en 2020. Juin 2020. Juin 2020. Sortie de Covid. Donc juin 2020, janvier 2024, ça fait 3 ans et demi. C'est ça, hein, ouais. 21, 23, 24. Putain, 3 ans et demi, 20 boutiques. Vous le faites en interne ou vous le faites accompagner? T'as un agent? Comment ça marche? Big up Kim Mazili. Okay. Est-ce que c'est lui que j'aurais dû inviter? Parce que j'ai l'impression que c'est... je pense que je pense qu'il te parlera de choses très différentes. Et c'est très bien, pour le coup. Et ouais, il s'est mis dessus. Alors évidemment, il y a des agents immobiliers, tu vois. Et après, il bosse très bien. Il est à fond sur ça, tu vois. Et surtout, on a très vite compris que ce dont on avait besoin en termes de boutiques. C'est-à-dire, c'est des boutiques qui sont 25-35 mètres carrés. On n'a pas besoin de gros espaces de stock parce qu'en fait, tu peux le stocker sur l'espace de vente dans les meubles. L'avantage des petits produits. On sait qu'il faut qu'on soit sur des rues où il y a beaucoup de monde et on sait ce qu'on veut payer et jusqu'à à quel point on dit oui, à quel point on dit non. Et en fait, on a été, depuis ce moment-là, inflexible sur nos critères. Et c'est marrant parce que j'en parlais une fois avec le CEO de Bash et c'est un des trucs, il dit une fois que tu as tes critères en retail, il faut être inflexible. Et en fait, nous, on est hyper inflexible. C'est-à-dire que... Vas-y, c'est quoi? C'est 25-35 mètres carrés. Ouais. Idéalement,
un stock, mais t'es pas obligé. On a quelques boutiques où t'as des stocks déportés. Hein, et un gros merci aux équipes retail chez nous qui ont des stocks déportés parce que je sais que c'est compliqué au quotidien. Donc merci à eux. Et rue de Grand Flux. On est rue du Temple à Paris. On Niveau est A, enfin level A. Voilà, on est rue de la République à Lyon, tu vois. On est à Covent Garden à Londres. Le moins cher possible. Le moins cher possible, et tu vois, on modélise tout avant de faire une offre pour se dire est-ce que ça passe. On fait nos projections, et ça on le fait depuis un moment en fait. On projette en se disant. T'as des ratios? C'est quoi le nombre de vendeurs par mètre carré, CA par mètre carré? Une boutique nous, de 25 on a un CA par mètre carré qui est dingo, mais parce que on a un CA par mètre carré qui est dingo. C'est combien? Ça, j'ai pas envie de le dire. Okay. Parce que on va rentrer dans des trucs qui sont un peu trop spécifiques pour. Mais c'est en fait, ouais, c'est très bien. Et en fait, quelle est la part de CA que vous faites en aujourd'hui, en France, on fait à peu près 40% du CA en offline. Ok. Et vous faites 20 millions, les 40% sur 20 boutiques sur à 30 France, mètres carrés. Bon, donc c'est pas 20 millions en France, c'est 20 millions au global. Et non, mais aussi en mètres carrés, le Marais qui est la meilleure, on fait. Non mais si, je peux te le dire, on fait 900 000 euros avec 23 mètres carrés hors taxe. C'est beau. Ça fait 40 000 euros du mètre carré, quoi. Voilà. Et en fait... 40 000 euros du mètre carré, putain, j'ai fait des épisodes où on me disait entre 10 et 15, on est content, quoi. Bienvenue chez Horace. Okay. Et en fait... tu attribues à quoi? Les produits sont petits, ils sont pas spécialement chers. Il y a plein de gens qui nous achètent. Aujourd'hui, on est dans le top 10 des marques en France. On est en 2023 de beauté homme. On est... En termes de part de marché. Mais t'es pas écrasé par des, je sais pas, L'Oréal Men Expert? On est juste derrière L'Oréal Men Expert. Aujourd'hui, en part de marché en 2023 et 2024, on va passer devant. Okay. Et en fait, en part de marché, aujourd'hui, on est gros et on a vraiment beaucoup de clients. Mais donc, c'est pas un énorme marché. Si t'es dans le top 10, alors c'est un bon point. Formidable. T'as raison. Le marché de la beauté pour hommes, c'est sur le marché global de la beauté, 500. c'est 10% du marché. En France, c'est 1,8 milliard en incluant le parfum. Et le parfum, c'est à peu près la moitié déjà. Okay. Donc, tu as 900 millions sur les soins hors parfum. À peu près. Ok. Ouais, donc tu as quand même le top 5, il est gros, quoi. Le Gillette est énorme. En vrai, Gillette est énorme, Axe est énorme, et ensuite, ça se tasse très vite. Ok. Parce que Gillette, c'est un quasi-monopole sur le rasage. Même si c'est en décroissance, le rasage, c'est un quasi-monopole sur le rasage. C'est marrant, ça veut dire que toutes les tondeuses, genre les Philips et machin, prennent des parts de marché. Pas dans le marché de la beauté. Non, mais ils prennent des parts de marché au rasage. Parce que le marché de rasage, on se rase plus, nous les hommes. Vous les femmes non plus, d'ailleurs, certaines. Enfin tu vois, savonneux, Laurent, ta gueule. Bref, les outils... Mais de manière concrète, par rapport à ce que tu dis, en fait, il y a 10 ans, sur ce qu'on appelle le soin. Donc le soin, c'est le rasage, le gel douche, le déo, le visage. En France, tu avais 55% des ventes qui étaient rasage. Donc c'est les rasoirs, les lames, l'avant-rasage, l'après-rasage. Donc crème à raser après rasage. Aujourd'hui, c'est 45. Ok. Mais c'est toujours 45. Et Gillette est très gros dans ce 45. Vous commencez à définir des critères pour ouvrir des boutiques. Le CEO de Bâche te dit, une fois que tu as tes critères, faut y coller. Mais il me l'a dit il y a quelques mois, je ne savais pas avant. C'est qu'en fait, on l'a appris par nous-mêmes. Appris toi-même. Ouais. 25-35 mètres carrés. J'ai pris mes notes quelque part, mais je les retrouve plus. Mais 25-35 mètres carrés, le stock sur place, une rue de niveau 1. Et là, on a des conseillers qui sont incroyables. Non, en vrai, il y a 2 trucs hyper importants sur la boutique. On fait un truc que personne fait. Nous, c'est du conseil. C'est-à-dire que t'as pas de self-service dans la boutique. Et ça, c'est un truc qu'on a fait dès le début, en le testant. On n'était pas forcément d'accord. Moi, j'y croyais beaucoup. Je dis c'était avec Kim, mais c'est très bien d'avoir des désaccords et c'est très bien d'avoir des points de vue différents et de les partager. Moi, par exemple, j'ai pu croire que Shopify était mieux et Kim avait raison. Et moi, c'était OK, faut pas faire du self-service parce que la valeur ajoutée d'Horace, c'est qu'il y ait du conseil. Le self-service, c'est Monoprix. Et aujourd'hui, on est dispo chez Monoprix, c'est du self-service, c'est très bien. Donc, je fais mon refill chez Monoprix, mais je vais découvrir en boutique? Ouais, ou c'est pas le même client. En gros, le mec qui vient dans nos boutiques, il a besoin de conseils, il a besoin d'avoir plus de choses. Chez Monoprix, il n'y a pas tous nos produits, tu vois. Et après, que t'as un mec, quand il veut aller vite et qui sait ce qu'il veut, Monoprix, c'est génial, en fait, tu vois, pour le coup. Et en fait, on fait ce choix de faire
tu dois, toi, demain, Laurent, tu viens dans la boutique, il faut que tu parles à quelqu'un. Tu peux pas prendre un truc et aller à la caisse. Et ça, on fait ce Donc, choix. il n'y a aucun produit en self-service dans les boutiques? Aucun. Et tu vois, un des trucs qui m'a marqué, il y a très peu de temps, on a embauché notre première Chief Marketing et Commercial Officer qui s'appelle Elisabeth. Elle vient de Sephora. Donc, elle sait faire du retail, elle sait faire de l'e-commerce. Et le premier truc qu'elle dit, c'est fait, waouh, vous avez un indice de vente qui est donc le nombre de produits moyens achetés par un client quand il rentre dans une boutique, qui est dingo. Et en fait, c'est parce que on a une capacité à conseiller. Et ça, c'est parce qu'on a des gens en boutique qui sont vraiment, qui sont férus de la marque, férus de produits, qui savent bien la raconter. Et qui, du coup, t'expliquent comment utiliser les produits, pourquoi le faire. Et c'est aussi parce que nous, on va vraiment, comme je dis, du parfum au dentifrice. Et donc, ça te fait un bon panier moyen. Et quand tu as un bon panier moyen, même si tes produits sont pas très chers et que tu as du monde dans ta boutique, ça marche. Tu fais un bon CA. L'indice de vente? Ouais. Nombre de produits par vendeur ou par client? Par client. Donc toi, c'est ton panier en fait. Ton panier, c'est l'euro et ton indice de vente, c'est le nombre de produits. Nombre de produits. Voilà. Ok. Sur les 120 personnes, combien sont en boutique? C'est à peu près la moitié. Ok. Comment tu les formes? Alors nous, on a une chance déjà incroyable, c'est que tu en as beaucoup qui sont clients. Et ça, c'est super. Ça aide parce que ils connaissent la marque, ils connaissent les produits. Et après, on les envoie avant qu'ils commencent dans leur propre boutique. À minima, le responsable, parfois aussi les autres conseillers, viennent travailler dans des boutiques existantes. Donc, sont formés par des responsables, par certains responsables. En général, à l'ouverture, tu as les responsables les plus calés sur la marque et les produits, qui viennent les épauler à l'ouverture. Et après, en plus de ça, ils ont une formation bureau. Formation sur la marque et formation sur les produits. Et à chaque lancement produit, tous les responsables viennent au bureau pour parler produits. Et donc une vingtaine de personnes, peut-être quelques remplaçants ou quelques adjoints. 25, ok. Il y a des boutiques qui sont beaucoup plus grandes que les autres, ou il y a... On a 2 exceptions qui font 50 mètres carrés. Okay, bon. Et on a comme des exceptions qui font 20 mètres carrés. Et pour une boutique moyenne, donc 30-35, combien d'employés? Alors, si je te parle en équivalent temps plein, le nombre d'employés moyen par boutique, c'est 2,8, je crois, de mémoire. Il y a une personne équivalent temps plein, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais je l'explique quand même. Si on a 2 personnes qui font 4 heures par jour, ou 2 semaines par mois, ou 2,5 jours par semaine, ça fait 1 ETP équivalent temps plein, alors qu'on a 2 employés. Donc en gros, en ETP, c'est 2,8, ce qui fait qu'on a à peu près 3 personnes par boutique. Et parce qu'en général, tu as 2 temps plein, un temps partiel en fait. Ça varie. Le Marais, qui est notre boutique principale, ils sont 4,5, 5, tu vois, pas beaucoup plus. Et tu as beaucoup de churn, beaucoup de turnover sur tes équipes? C'est une population, non, ouais, et ça va en fait, mais parce que comme je disais, beaucoup aiment la marque, beaucoup aiment les produits, qu'il y a des opportunités. Comme on ouvre pas mal de boutiques, tu peux passer de conseiller à responsable, tu vois, de responsable d'une plus petite boutique à une plus grande. Un exemple, on a la responsable actuelle de Réveil du Temple, qui s'appelle Fanny. Elle a commencé comme conseiller, en 1 an et demi, elle est devenue responsable de la plus grosse boutique. Tu vois. Et de la même manière que, tu vois, on a un conseiller qui était à Toulouse, qui est devenu le responsable de la boutique de Bordeaux, tu vois. Donc, il y a des possibilités, ça fait bouger, ça aide, tu vois. Et c'est ça aide à fidéliser. Et c'est une réflexion de se dire aussi comment tu crées des parcours pour fidéliser les gens qui sont bons en boutique. Tu as ouvert combien de boutiques Donc, tu as 6 boutiques actuellement à Paris. Exactement. Une vingtaine en tout, dont une à Londres. Tu as ouvert combien de boutiques à Paris avant de commencer dans une autre ville? C'est pas évident. Une seule à Paris. La deuxième, c'est Lyon, rue de la République. Ok. Rue République. Des apprentissages? Enfin, 20 boutiques en 3 ans. Non, mais 20 boutiques en 3 ans et demi, c'est un bon rythme. Ouais, des apprentissages qui est c'est beaucoup de management, une boutique, et que beaucoup de choses dépendent de la qualité de ton responsable. Et que ça change tout. Et la qualité de ton responsable, c'est aussi toi. C'est-à-dire qu'il faut le former, il faut le motiver, tu vois. Évidemment, financièrement, parce que c'est des commerciaux, tu vois. Donc, tu as une motivation financière, mais pas que. C'est aussi une reconnaissance, tu vois. Et je vais assez souvent en boutique et je discutais avec la responsable de Nantes qui me disait, c'est génial, chez Horace, on est reconnu, tu vois. On nous écoute. Et c'est important parce qu'en fait, ils parlent aux clients, tu vois. En fait, tous les jours. Tu crois qu'ils écouteront cet épisode du podcast? Peut-être. Ça coûte combien une boutique?
Ça dépend. T'as un prix moyen? Non. Non, parce qu'en fait, déjà, entre la France et le Royaume-Uni, c'est très différent. Mais ça, je veux bien croire, mais t'en as qu'une au Royaume-uni. Mais au-delà du pas de porte, qui peut vraiment varier, j'imagine, d'une rue à l'autre, d'une ville à l'autre. Ouais, mais non, moi, j'ai dû... pour le dire, je recommence. J'ai certaines boutiques dont le loyer est 6 fois supérieur à celle qui est la moins chère en loyer. Donc t'as un rapport de 1 à 6. Un rapport de 1 à 6 entre la boutique la moins chère et la boutique la plus chère. Pas vraiment, parce qu'en général, celle qui est très chère en loyer, même en France, c'est-à-dire en général, elle n'a pas de porte. Tu vois. Mais c'est très variable, quoi, en fait. C'est très, très variable. Et en fait, une boutique, ce que je veux dire, sur la boutique, le loyer, le pas de porte, d'une certaine manière, c'est un peu toujours trop cher, quoi. C'est un principe de e-commerce, ça. Quel que soit le prix, c'est trop cher. À partir de quel moment tu te lances dans le wholesale? Assez vite. En gros, notre premier revendeur, c'est Mr Porter en 2017. Et pour parler de culot, si tu veux, c'est un bon exemple. Moi, je veux être distribué chez Mr Porter. En fait, c'est OK parce que faut qu'on rentre par le haut de gamme pour pouvoir aller faire autre chose. On n'existe pas. Être chez Mr Porter, c'est le numéro 1 de l'e-commerce luxe pour hommes à l'époque. C'est une référence. Ils ont, ils ont Maison Francis Kurgan, qui sont des parfums à 300 et 400 euros dépendamment, voire plus, tu vois. Ils ont Aesop, ils te vendent du Saint-Laurent et du Tom Ford, tu vois. Donc, je vais y rentrer. Il s'avère que pote de connaissance, un mec qui a bossé dans une marque, il a réussi à rentrer un truc, je l'appelle, je lui fais comment t'as fait, machin. Il me dit en fait, ce que je sais, c'est que ils cherchent à faire des lingettes visage pour hommes. Ils en ont pour la femme, ils sont hyper contents, ils veulent ça. Ok, let's go, on va faire des lingettes visage. Je fais des lingettes visage, avec Élise évidemment, et on va les voir, on leur vend, ils les prennent. Excellent. Je finis le call de clôture, je suis assis à Marseille sous la canicule. Mon frère vit à Marseille. En 2010, à l'été 2017, on rentre comme ça, on rentre après plusieurs refs, et c'est vrai que c'est un truc qui nous a hyper crédibilisé parce que tout le monde connaît Mr Porter, enfin en tout cas toute la presse et tous les gens qui à l'époque vont être précurseurs dans ce que les gens vont acheter, soit parce que c'est des médias, soit parce qu'ils s'intéressent au sujet ou juste s'intéressent à la mode, etc., connaissent Mr Porter. Donc ça nous crédibilise. On sort de nulle part. Et on fait des lingettes visage, petit à petit, on fait d'autres choses. Maintenant, on n'y est plus. On est peut-être sur le site US, je crois. Parce que je reçois encore des notifs de vente et on est à 0, donc je comprends pas. Je pense qu'on est peut-être dessus. Mais... Non, tu vois. Et en fait, c'est vraiment le truc de se dire, OK, on va le faire parce qu'il faut rentrer. Ça a été un super bon produit. On a vite arrêté, en fait, parce que écologiquement, c'est de la merde, les lingettes. Pour dire les choses concrètes. Donc, en gros, on a laissé tomber. Et en fait, on a aussi pu laisser tomber parce qu'on était capable de leur vendre autre chose à Mr Porter. Donc, ça nous a permis de dire, on arrête les lingettes. Puis l'argument d'autorité de c'est de la merde pour la planète, même Mr Porter et qu'un gros vendeur, il peut pas dire, ah non, tu déconnes. J'entends. Et le wholesale? Et du coup, on rentre comme ça, on fait un peu de wholesale à droite à gauche, on dit non à beaucoup de choses, parce qu'en fait, le wholesale, soit ça te fait du reach, donc soit ça te met devant beaucoup de gens, soit ça te fait de l'argent, soit ça te fait de l'image et de la réputation, en fait. Et en fait, globalement, quand t'es une petite marque pour hommes, t'as pas grand chose qui te contacte, t'as pas grand monde qui te contacte qui va te faire du reach. Mr Porter, c'était le cas. Et par contre, on n'a pas non plus beaucoup qui te font beaucoup d'images sur ça. Donc on dit beaucoup non. On commence à se dire qu'un des trucs qu'on pourrait faire, c'est être chez Monop. Monop, je me prends un vent, 2 vents, et un jour, on nous ouvre grand la porte. Et je sais pas, la première fois que je leur parle, c'est en 2018, je pense. C'est quoi le déclic? C'est qu'en fait, ils peuvent plus faire sans nous, en fait. C'est qu'en fait, à un moment, on est devenu sans trop... Sans vous ou sans produit de 100 pour hommes? Sans nous, Horace. En fait, ils ont pas le choix. C'est-à-dire que à un moment, Monoprix, c'est une super enseigne et ils sont aussi réputés pour amener des marques pour la première fois dans un circuit de supermarché, tu vois. Et en fait, à un moment où tu veux dynamiser ton rayon soin pour hommes, il n'y a que nous, quoi. Et en fait, c'est bien qu'il nous ait dit non parce qu'on n'a pas non plus trop forcé en disant on veut pas forcer le truc parce que si on force le truc, on va se faire éclater. C'est de la grande distrib. On va en baver, en fait. Et finalement, on rentre plus tard et ça se passe bien. Et c'est un partenariat qui cartonne, en fait. Depuis quand? On rentre vraiment, finalement, en mai 2021.
Et on est hyper heureux en fait d'y être parce qu'on est rentré au bon moment. En fait, finalement, si on était rentré en 2018, nous on se serait fait éclater et eux auraient été pas contents, on serait peut-être sortis en 2019. Quand je les recontacte en 2019, je pense que pareil, on serait rentré, on se serait fait éclater. Tu vois, et que eux, ça leur aurait pas plu. Et en fait, quand on rentre en 2021, et pour eux et pour nous, on a la maturité pour que les produits sortent tout de suite. Et dans la négo, j'imagine que t'as un peu plus de poids. Dans la négo, t'as plus de poids, tu peux plus facilement en parler. On leur dit qu'on veut un meuble dédié. On a un meuble dédié aujourd'hui chez Monoprix. Ils couinent, ils font non, machin et tout. Et en fait, c'est le meilleur choix qui s'est fait pour eux. En fait, on est hyper visible, on cartonne. Enfin, en vrai, on est gros chez Monoprix aujourd'hui, dans leur rayon. Et en fait, c'est parce qu'ils nous ont fait confiance aussi d'installer notre propre meuble, en fait. Et de nous faire aussi confiance sur le fait que Horace, c'est une marque où tu achètes plein de produits très différents. Et donc, il faut pas rentrer sur 2-3 refs. Il faut arriver avec tout. On est arrivé direct avec de la barbe, du cheveu, du gel douche, du visage. Je l'ai dit, hein, aujourd'hui, vous avez 60 refs en tout, pas chez Monop, mais en tout. Mais donc, tu élargis. On a une vingtaine, tu vois, un peu plus d'une vingtaine. On a du visage, du shampoing, on a du produit coiffant, de la barbe, du gel douche, du déo. Le déo, ça cartonne. Le déo, ça cartonne chez Monoprix, tu vois. Et en fait, c'est évident que ça, tu vois. Mais pareil, pour eux, c'était pas forcément évident. Ils voulaient nous prendre sous un angle de visage. Et c'était, non, Horace, c'est cross catégorie. Et ils nous ont fait confiance et ils sont contents de nous avoir fait confiance. Monop, t'as un corner aux galeries, puis t'es présent dans les galeries et t'es présent dans 600 pharmacies. Ouais. Je sais plus si on enregistrait déjà quand je le disais, mais il y a une vingtaine de milliers de pharmacies en France, donc 600 c'est déjà bien, et en même temps ça peut être suffisant si c'est les pharmacies qui comptent dans les cœurs des grandes villes ou en tout cas des zones où vous voulez être présent. Tu y es allé tout seul, tu y es allé avec un agent Alors on a commencé par rentrer en pharmacie parce qu'on avait des demandes entrantes. En fait, tu vois, des gens qui nous disaient, enfin des pharmaciens, des pharmaciennes qui envoyaient un message en nous disant j'ai envie d'Horace. On est rentré pour 2 raisons. D'une part, la pharmacie, t'en as 20 000 en France, donc t'en as partout, quoi. Donc oui, aujourd'hui, Horace, on a 20 boutiques, mais il y a des villes où c'est fort probable qu'on n'ouvrira pas de boutique. Donc ça nous permettait d'être accessible, qu'il y ait une valeur de la marque, qu'il y ait une valeur de l'entreprise aussi, tu vois, d'être accessible à des endroits où on n'aurait pas pu l'être. Que la pharmacie, c'est le conseil. Donc, c'est aussi un truc qui est hyper important pour la marque. Et que la pharmacie, c'est quelque chose de génial. La pharmacie française, c'est un des trucs les plus réputés au monde. Je dis, si tu vas sur TikTok, tu tapes French Pharmacy, tu as des milliers et des milliers de vidéos. C'est des milliards de vues de gens de tous les pays qui viennent se ruer dans les pharmacies quand ils sont en touriste et qui achètent plein de trucs. Pour te dire à quel point la pharmacie, c'est incroyable, t'as une pharmacie Place Monge. Elle est hyper connue. Elle est dans le guide touristique officiel de Paris de la Corée du Sud. Mais non. Mais sous quels critères? Parce que, en fait... T'as dit quoi? French Pharmacy? French Pharmacy. Et French Pharmacy. Et en fait, mais parce que on a de la dermocosmétique, on est le pays de la Roche-Posay, on est le pays de la veine, on est le pays de la rosée. On est très bon sur ça. Et Putain, les chers amis, Marc a raison. French Pharmacy sur TikTok, il y a plein de vidéos avec énormément d'engagement, quoi. C'est incroyable. C'est ouf. Et en fait, tu vois, ça, c'est vraiment... pour nous, c'est génial parce que c'est hyper dans l'ADN de la marque. Ça t'apporte une légitimité, un tampon en plus. Ouais, mais est-ce que toi, tu dois montrer patte blanche quand tu vas en pharmacie? Donc déjà tes formules sont propres. Ouais. Enfin, sont tes propres formules et sont certainement propres. Mais t'as des tampons, comment? En fait, au début, on a des demandes entrantes et en fait, ils nous aident beaucoup ces gens parce qu'en fait, c'est les premiers qui nous crédibilisent parce qu'en fait, t'as des pharmaciens qui disent OK go. Souvent, c'est des mecs qui achètent Horace et qui kiffent fondamentalement, ou c'est une pharmacienne et son mec utilise Horace, son frère utilise Horace. Et ouais, ça nous crédibilise. Et puis après, on s'est pris pas mal de portes. Il a pas fallu lâcher, hein, tu vois, c'est pour le coup. Et on le fait au début beaucoup à la main. C'est Vivien dans l'équipe, tu vois, qui le fait. Et après, on a pris un partenaire qui s'appelle Suplactive et qui nous accompagne aujourd'hui parce que c'est de la vente. 20 000 pharmacies, c'est beaucoup. Faut y aller, tu vois, et faut aller les voir 1 fois, 2 fois. Et maintenant, dans un moment de la marque où globalement on nous dit oui, tu vois. Et parce que ça y est, on est dans plein de pharmacies en fait. Plein d'épisodes à ce sujet. Vous cherchez pharmacie sur le panier, c'est toujours hyper intéressant parce que c'est un monde qui est un peu obscur pour moi, qui l'était en tout cas, et je suis très curieux de le découvrir plus. Je suis un peu emmerdé. Ça fait 4 ans que je t'attends, mais il est déjà 17h et je sais que tu avais un impératif. J'ai pas mal de questions encore. On peut dépasser de combien?
Tu me laisses quoi? Faire 15 minutes. Allez, parfait. L'international, c'est important. Tu l'attaques par le haut. Mr. Porter, Harrods, à Londres. Et je l'ai dit en intro, tu m'as dit ça quand on préparait, je trouvais ça fun. Tu m'as dit, t'es la seule marque à faire du luxe ou pouvoir être distribuée dans des enseignes haut de gamme avec des produits à 15 balles. Raconte-moi comment t'as appréhendé, attaqué l'international. En fait, même je vais faire un petit pas encore en arrière. Avec Horace, un des trucs qu'on s'est toujours dit, c'est tu peux faire des très beaux produits qui coûtent pas cher. Faire des jolis produits, c'est pas une question de budget, c'est une question d'identité en fait. Donc on a déjà eu une identité qui est c'est très épurée, c'est très joli, très simple, c'est un truc qui va plaire à probablement 90% des mecs. Et qui reprend beaucoup de codes de luxe. Horace, ça vient de là. T'as de l'espace, tu en remplis pas trop les choses. Le luxe, c'est l'espace, tu vois. Et donc, on a les codes de toutes les marques de luxe de soi, en fait. À la fois dans les formules, à la fois dans le packaging, et à la fois même dans notre manière de communiquer. Donc, pour eux, souvent, ils viennent nous voir et ils se rendent pas toujours compte qu'on n'est même pas très cher, en fait. Et du coup, ça a été des problèmes. Par exemple, Mr. Porter, il a fallu qu'on leur fasse des kits spécifiques pour que ce soit plus cher parce qu'on n'était pas assez cher. Tu vois, et t'en as qui finissent par nous vendre plus cher parce qu'en fait, c'est pas cohérent pour eux. Mais nous, en tout cas, le truc a toujours été de se dire nos produits, même s'ils sont accessibles, sont aussi bien, voire mieux, que beaucoup de marques de luxe. Donc en fait, et moi, je suis un mec, et je pense que c'est vrai pour des nanas aussi, hein. Si je peux avoir un truc très très bien à 15 balles, je vais pas me priver. C'est toujours bien d'acheter un truc très très bien à 15 balles plutôt que de l'acheter à 50. Et un client de luxe, je n'ai pas de raison de lui vendre un truc à 50 balles s'il peut avoir aussi bien à 15. Donc en fait, on allait les voir et ils nous ont trouvé très bien. Et en fait, tout après l'univers de marque leur va. Et ils s'arrangent avec le prix. Donc parfois, comme je te dis, ils nous vendent plus cher. Et tu fais avec quoi. Et tu t'adaptes. Mais ça nous a causé des tours, tu vois, où je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est sorti de Mr. Porter, c'est qu'on n'est pas assez cher. Pas assez. Je pense qu'on n'est pas assez cher pour eux. Ouais, et pour un e-commerce de luxe qui a quand même des coûts hyper importants, qui te livre en DHL, les renvois sont gratuits et tout, c'est quand même mieux de vendre une veste en cuir à 3000 balles qu'un produit à 15. Qu'une crème à 15, quoi. Ça reste un focus important, l'international. Enfin, c'est un focus important. C'est quoi en chiffre d'affaires aujourd'hui? On parle de chiffre d'affaires. C'est une quinzaine de pourcents, ça va faire plutôt 20 cette année, tu vois. En 20% du CA en 2024. Quelle part au UK? La moitié. Ok. Grâce à Harrods et votre boutique? Grâce à l'e-commerce. Grâce à l'e-commerce. Grâce à l'e-commerce avant tout. Avec Harrods, c'est de l'image. Piloté depuis la France? Piloté depuis la France. Ok. Avec de l'investissement média? Local. Enfin, qui est piloté ici et qui investit beaucoup dans Meta, Meta, TikTok et tout. Mais on communique pas de la même manière auprès d'un Français, d'un Anglais, d'un Parisien, d'un Marseillais, d'un Londonien. Donc cette adaptation, acculturation, j'ai envie de dire, de votre plateforme de marque, de vos messages, de vos assets, elle est faite en local. Ouais. Ici à Paris. Non, elle est faite à Paris, ouais. On a une équipe créée à l'interne. En fait, on a quasi tout à l'interne chez Horace. L'équipe créa est à l'interne, l'équipe média est à l'interne, l'équipe tech est à l'interne, tu vois. Il y a que les gens qui sont enfin. Donc vous avez vos devs Magento en interne. Yes. C'est quoi pardon, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure, le point of sale que vous avez, le système de. C'est un truc dev à l'interne. Vous avez développé un système propre dans vos boutiques. Ouais. Qui est donc lié à Shopify et à votre super ERP de Bolibar. Ok, intéressant. Donc gros focus, ça fera 20%, ça devrait faire 20% en 2024, la moitié au UK. Tu t'as pas voulu passer par des agents, par des distributeurs à l'international? Le succès d'Horace, il est lié à un truc qui est personne s'intéresse à la beauté pour hommes. Donc en fait, tu peux passer par un agent distributeur, mais en fait, si t'es pas connu, les mecs t'achètent pas. Donc en fait, ton agent, il va te mettre dans des portes et ça va pas sortir. Il y a très peu d'agents qui vont être intéressés par ce qu'on fait. Si tu bosses dans l'industrie, tu t'intéresses à la femme ou au parfum. L'homme, franchement, c'est le dernier de tes... Quel petit marché, 1,8 milliard. C'était un petit marché. Bah ouais, mais en fait, dans oui, mais en même temps, c'est rien. Non, mais c'est ça, c'est ce que... C'est vraiment un petit marché. Donc ça nous a joué des tours parce que c'est ce qui fait qu'on a mis du temps à rentrer, par exemple, au Galeries Lafayette en corner. Et en même temps, c'est la chance, c'est ce qui fait que on a pu être la seule marque qui investissait quasiment en digital à l'époque, tu vois,
que on s'est imposé aussi facilement aussi. Enfin, facilement. Ça a été dur. Mais l'apathie de l'industrie nous a aidés. Si je te cherche sur Amazon, évidemment, je te trouve pas, mais je trouve la concurrence. Quand je tape ton nom, donc forcément, ça veut dire que c'est en sponsoring, donc elle fait de l'acquise sur ton nom. Pourquoi vous n'avez pas au moins un produit, un best-seller? Parce que ça arrive, Laurent. Ah. En fait, génial. Ça arrivera avant avril ou pas? Normalement au UK avant avril. Ok. Tu le fais avec une agence ou vous le faites en interne? Avec une agence. Okay. Pour le coup, parce que là, on a vraiment une question de bande passante. Et en fait, au UK, tu as 55% des produits de beauté pour hommes en e-commerce qui sont achetés sur Amazon. Aux US, c'est 60%. Et on s'est lancé aussi aux US. Donc, sur Amazon? Non, pas encore sur Amazon, mais on va arriver aussi sur Amazon, avec Horace.com. Et en fait, t'as pas le choix. Parce qu'il faut aller là où est ton client. Et ton client, aujourd'hui, le client au UK et le client aux US qui achète des produits de soins, il est sur Amazon. Et incluant des mecs qui achètent du luxe. T'as des marques de luxe sur Amazon aux US, et au UK, de luxe, quoi, des trucs à 300 balles. C'est marrant parce qu'on a une sorte de pudeur française ou de, tu vois, le luxe, non, il faut sa boutique, son D2C, j'en sais rien. Alors que non, pas du tout. Parce qu'il faut exprimer un territoire de plateforme de marque. Tu peux. Oui, tu peux, mais on s'en fout. Il y a un mec qui veut acheter ton produit, il est sur Amazon. Enfin, tu vois, quand c'est s'affranchir quand même du plus grand supermarché ou marché du monde. Et en fait, nous, c'est la raison. Enfin, c'est qu'en fait, en France, il y a 35% des achats de produits de beauté pour hommes en e-commerce qui sont achetés sur Amazon. C'est beaucoup moins, en fait. C'est moitié moins, en gros, que les US. Ouais, quasi moitié moins que les US. Donc, en fait, la question s'est pas trop posée, en fait, pour nous, tu vois, ici. C'était pas trop nécessaire. Mais l'envisage pour la France aussi, tu vois, pour le coup. Parce que la part est inférieure parce que les produits sont pas présents, ou tu vois. Alors, c'est une excellente question. De pas la poule et l'œuf. Ouais. Typiquement en France, tu regardes pourquoi, c'est parce que tu as certaines marques qui sont en ligne, qui sont seulement pardon, je vais reformuler. Tu as certaines marques, si tu veux les acheter en France en e-commerce, la seule manière de les trouver, c'est sur Amazon. Mais aux US, c'est différent. Aux US ou au UK, c'est différent. Tout le monde est sur Amazon, en fait. Je cherche une autre marque, par exemple, Respire. En fait, je trouve la boutique Monoprix qui les vend, tu vois, sur Amazon. Ouais. Ok, mais donc vous y venez. Ouais, parce qu'il faut être pragmatique. Tu vois, il y a un moment de te dire ton client est où, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Et à côté de ça, j'ai très envie que les travailleurs américains d'Amazon se syndiquent. C'est une très bonne chose, tu vois. Mais finalement, la question d'Amazon, elle était plus sur des questions de conditions de travail aux USA que la question des clients, tu vois. Et en fait, le client là-bas, go, quoi. Une dernière question avant de te relâcher. Vous avez 60 refs. Ça a été assez rapidement une évidence qu'il fallait couvrir toute la demande de produits de soins pour hommes. Je reçois énormément de marques pour lesquelles j'ai énormément de respect et qui cartonnent sur le panier, mais qui se focalisent parfois sur un produit ou tu vois, monoproduit ou 3-4 produits max en se disant on va conquérir le monde avec ça. T'as un avis sur la question? Je parle de cosmétiques, d'entretien, de soins. Hein, je pense que ça dépend vachement. Tout secteur. Si ton client a besoin de convenience, de praticité, à acheter tout au même endroit, faut faire tout. Si ton client, ta cliente est à l'aise avec le fait d'acheter à des endroits différents, tu peux te focaliser sur un monoproduit. La réalité, c'est que la majorité des hommes ont envie d'acheter tout au même endroit. Donc pour nous, c'était obligatoire, tu vois. Et à refaire, on ferait exactement pareil. On a très peu de produits qu'on a sortis du catalogue, tu vois. Donc en fait, on en a 2. Ok. 2 produits que vous avez sortis? Non, sur 3 bon, parce que alors, ça fait 5%, quoi. Voilà. Okay. Et donc, parce qu'ils marchaient pas, parce que il y en a un qu'on a remplacé par quelque chose de très différent. Enfin, très différent. Suffisamment différent et mieux, en fait. Et 2 autres qui marchaient pas. Enfin, non, un qui marchait pas, pardon, et un autre qui est le linget de visage qu'on a arrêté pour des questions de responsabilité, quoi. Ok, je comprends. Donc non, j'ai pas d'avis. Je pense qu'il faut surtout faire ce que ton client a besoin, quoi. Marc, merci infiniment. C'était trop cool. On va être dans les temps pour toi et merci d'avoir dépassé un peu le timing. Horace.com, évidemment, HORACE.com.
Et puis dans tous les bons Monoprix, bonne pharmacie, les bons Harrods qui se respectent de ce monde. Merci infiniment pour ton temps. On peut te trouver sur Internet, sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Marc Briand avec un T comme Tania. Terlet, avec un T comme Terlet, tiens. Ou alors Kim Mazili avec 2 Z et 2 L si vous voulez poursuivre la conversation. Merci infiniment, c'était très cool. Merci Laurent. N'hésitez pas à vous inscrire, lepanier.io à la newsletter. J'envoie chaque semaine l'épisode de la semaine, plus des news, des infos, des livres blancs formidables. Et surtout, laissez-moi, s'il vous plaît, un avis et une note, 5 étoiles évidemment, pas moins, sur les meilleures plateformes. J'avais tellement de questions pour toi, mais tu reviendras et on se fera un catch-up sur d'autres sujets. Merci à toi, merci à vous toutes et tous. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.